Merci à tous d'être là ce soir et d'être présents. Je vais me représenter et puis présenter l'ensemble des intervenants de cette table ronde. Donc, je m'appelle Mehdi Djelamani, je suis le président d'une société qui s'appelle STAN, une société d'ingénierie spécialisée dans la création et l'accompagnement à la restructuration de l'offre de soins ou du développement de l'offre de soins sur les territoires, principalement dans ce qu'on appelle la médecine de ville, donc la médecine qui est non hospitalière, même si on fait des ponts avec la médecine hospitalière. Nous sommes une société à mission, c'est-à-dire que nous défendons à la fois un but économique, mais également un but sociétal et un but environnemental à travers des engagements que nous avons pris. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler en tant que collectivité des déserts médicaux et de vous donner des solutions très concrètes. L'objectif, ce n'est pas de passer un peu de temps sur ce sujet qui est épineux, qui est complexe, qui est multifactoriel, qui est sociétal aujourd'hui, mais vous donner des arguments et des armes derrière pour être capable d'aller donner des solutions et proposer des solutions concrètes à vos collectivités, à vos élus, à vos administrés et également à vos professionnels de santé sur les territoires. Et donc pour faire ça, je vais donner la parole à chacun des intervenants qui vont se présenter les uns après les autres. Et Tiffaine, je t'en prie, honneur à toi. Bonjour, donc Tiffaine de Touteville, je suis pharmacienne initialement et aujourd'hui je suis entrepreneur dans la société Medix France, qui est la première communauté médicale au service des déserts médicaux. On envoie sur le terrain des promotions de jeunes médecins généralistes travailler avec les professionnels de santé sur place pour lutter contre les déserts médicaux. Bonjour, Mathieu Gué, responsable développement du pôle santé de Bouygues Construction, groupe qui réunit plusieurs expertises de la promotion immobilière à la construction sur des établissements de santé, de la maison de santé jusqu'au gros complexe hospitalier. Alors Thierry Charpentier, je suis premier adjoint d'une commune Saint-Jean-le-Blanc qui est dans le Loiret, qui fait partie de la métropole orléanaise. Et je suis en charge de la santé sur notre commune. Je suis aussi pharmacien sur la commune, donc j'ai une connaissance et une vision des choses depuis presque 30 ans maintenant. Et on fait malheureusement partie, même si on fait partie d'une grande métropole, d'une ville où le désert médical se fait cruellement sentir. Et je vais présenter du coup Martial Jardel, donc docteur Martial Jardel, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce qu'il est en train d'exercer justement dans un désert médical dans lequel il a décidé de s'installer à mi-temps. Et donc Martial est un jeune médecin généraliste qui va se présenter parce qu'on a une vidéo tout à l'heure qui va un peu plus expliquer ce qu'il a fait. Il a fait le Tour de France des remplacements, c'est-à-dire qu'il a pris une caravane et il est parti dans plusieurs déserts médicaux voir comment ça se passait et quelles étaient les problématiques du moment. Il a même eu la chance d'avoir un article sur le New York Times concernant son initiative. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je propose de poser la première question du coup, et Tiffaine, c'est à toi que je vais la poser. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le retour que tu as et l'expérience que tu as, tu peux nous parler un peu des déserts médicaux et surtout de la douleur et de la difficulté que tu vois pour les collectivités aujourd'hui d'appréhender ces sujets-là? Merci. Oui, en fait, je pense qu'il y a deux problématiques à poser ce soir. La première, c'est la problématique version commune. Donc la problématique des déserts médicaux, tout le monde la connaît. Il y a plus de 11 000 communes en France qui sont considérées avec un accès aux soins difficile. Quand on parle d'accès aux soins, c'est l'accès aux soins primaires notamment. Et il y a un tiers des médecins généralistes aujourd'hui qui a plus de 60 ans. Donc il y a un départ massif à la retraite dans les futures années. Donc on a à tenir jusqu'à peu près 2030 selon l'adresse. Et pour parler des communes, en général, il se passe qu'une commune se réveille au moment où un médecin généraliste part à la retraite. Et souvent, je dis que l'équation n'est pas bonne, puisqu'il faut pouvoir anticiper en fait, ces départs à la retraite le plus tôt possible. Ce n'est pas au moment où le médecin part qu'on trouve la solution. Et donc, la première thématique que je veux poser ce soir, c'est comment on peut anticiper qu'un nouveau désert médical ne se forme et comment aider les déserts médicaux qui sont déjà en place. Et de l'autre côté, il y a des solutions qui existent, on va les présenter plus tard, la télémédecine, la délégation de tâches, les infirmiers de pratique avancée et toutes les subventions qui peuvent exister. Mais pour autant, en fait, le cœur du réacteur pour nous, c'est les professionnels de santé, physiquement, à les faire venir dans le territoire. Et donc ces professionnels de santé, dont notamment les jeunes médecins généralistes, ils sont soit non sensibles aux déserts médicaux parce qu'ils ne le connaissent pas, c'est un sujet qui est tabou. Et s'ils y sont sensibilisés, ils ont peur parce qu'ils ont changé leurs aspirations. La médecine d'aujourd'hui n'est pas la médecine d'hier et les aspirations des jeunes médecins généralistes a évolué. Donc il faut comprendre ces besoins des jeunes médecins généralistes. Et donc je pose la deuxième question ce soir, c'est comment on fait pour mobiliser ou remobiliser les jeunes médecins généralistes pour travailler et lutter contre les déserts médicaux? Je te remercie. On peut enchaîner, je pense, avec toi, Mathieu. Tiffaine, ce que tu as dit, c'est excellent, mais aujourd'hui, il y a une définition du désert médical qui est connue, que Mathieu va pouvoir présenter, mais qu'est-ce que tu penses de cette définition et qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, avec ton expérience, favorise ou entretient la création de déserts médicaux, la perte d'attractivité et ainsi de suite?
Alors, merci Mehdi. En effet, la définition d'un désert médical, vous l'avez juste là, c'est ces 3 critères-là. C'est l'APL, l'accès potentiel localisé, qui définit ou non si on est en désert médical. Si on prend ces données-là, il n'y a que 0,5% de notre territoire qui est en désert médical, ce qui n'est pas vrai. Chez Bouygues Construction, on a eu une approche un peu différente. On a essayé de faire notre propre diagnostic du territoire en prenant d'autres facteurs d'analyse. Le facteur démographique, combien il y a de population Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais la notion de désert médical est aussi la notion d'échelle. Est-ce qu'on parle d'une commune? Est-ce qu'on parle d'une communauté de ville? Est-ce qu'on parle d'un bassin de vie? Donc, sur ces différentes échelles, il faut analyser d'un point de vue démographique le vieillissement de la population. Est-ce qu'il y a un taux de natalité qui est croissant? On analyse également le niveau d'attractivité. Est-ce que le territoire est attractif? Pour ça, on a différents facteurs qu'on peut analyser. La densité des transports en commun, par exemple. On peut aussi regarder le temps d'accès aux solutions, aux usages du quotidien, qui est un bon facteur pour identifier également le niveau de ruralité un petit peu des territoires. Et à cela, on va coupler derrière, en effet, des facteurs sur l'accessibilité aux soins. Alors, on prend l'APL, qui est en effet intéressant à observer, mais il faut aller voir d'autres choses. Il faut aller regarder, par exemple, l'évolution du nombre de médecins généralistes qui est sur le territoire depuis 10 ans. Est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'on est en perte de vitesse sur le nombre de médecins généralistes? On regarde aussi la moyenne d'âge, c'est ce qu'a dit Tiffaine juste avant. Si tous nos médecins arrivent proches de la retraite, on peut anticiper que le territoire devienne un désert médical ou pas. Donc le point, c'est juste de dire, oui, il y a l'APL, mais ce qui est très important, c'est de faire un diagnostic de territoire. C'est comme ça qu'on sait ou non si on est dans un désert médical ou pas. Et je rajoute à ça un autre facteur dont je n'ai pas vraiment parlé, peut-être qu'on est tous d'accord autour de cette table, mais il y a aujourd'hui la télémédecine, une évolution technologique. Il y a plein d'avancées sur ce domaine-là. Est-ce que ça ne va pas également répondre ou transformer la manière dont on conçoit le désert médical? C'est une question qu'il va falloir se poser et intégrer dans notre analyse des territoires de demain. Et je rebondis sur ce que tu dis. Finalement, on se rend compte, quand on creuse vraiment et quand on devient spécialiste des déserts médicaux, que l'APL a été créée lors d'une étude qui a été faite par la DRES en 2019. Et cette APL, aujourd'hui, c'est un facteur, c'est un quotient qui permet de déterminer si on est ou pas dans un désert médical. Pour l'être, concrètement, il faut avoir les 3 critères qui ne sont pas remplis. C'est-à-dire qu'il faut avoir aujourd'hui une population ou de professionnels de santé qui peut proposer moins de 2,5 consultations par an et par habitant. Il faut avoir une pharmacie à plus de 10 km, à moins de 10 km en voiture. Et si on a un système d'urgence à plus de 30 minutes. Et comme l'a très bien dit Mathieu tout à l'heure, si on prend tous ces éléments-là aujourd'hui, en France, on peut dire qu'il n'y a que 0,5% de territoires qui sont en déserts médicaux. Et donc, c'est la grosse différence qu'il faut faire entre désert médical au sens propre et désertification médicale. Et dans la désertification médicale, il y a aussi bien les professions médicales, médecins, mais non conventionnées, et les paramédicaux. Et ça, comme l'a très bien dit Mathieu, ça nécessite aujourd'hui de faire des études plus poussées. Et donc, un des premiers éléments pour réussir à lutter contre les déserts médicaux, c'est de bien comprendre son territoire et de faire une réelle étude et de ne pas se positionner simplement sur les critères de base que l'on a maintenant. Et je pense que là-dessus, je vais pouvoir donner la parole à Thierry, qui va pouvoir nous expliquer aujourd'hui, avec ta vision en tant que pharmacien et également en tant qu'élu, de ce que tu vois aujourd'hui dans les déserts. Effectivement, hein, nous, on est une commune urbaine, une métropole orléanaise, on n'est pas du tout en pleine zone rurale. Pourtant, on n'a aucun, je crois qu'on n'a aucun de ces critères-là. Parce qu'il y a des pharmacies, il doit y avoir 70 pharmacies sur la métropole, il y a des médecins. Par contre, où est le problème, c'est effectivement actuellement ce qu'on ressent depuis maintenant 5 ou 6 ans, c'est le départ de toute une génération de médecins généralistes. Médecins généralistes qui avaient une grosse activité médicale, hein, qui travaillaient de nombreuses heures par semaine. Sans vous abreuver de chiffres, les derniers chiffres que j'ai, un médecin généraliste en France, la moyenne c'est 900 patients dans sa patientèle. Sur la métropole orléanaise, on a des médecins généralistes qui partent à la retraite, qui ont 2000 patients dans leur patientèle. Donc quand ils partent à la retraite, inutile de vous dire que pour les remplacer, c'est extrêmement compliqué. Donc nos communes de la métropole sont confrontées à ça, même si Orléans, la commune principale, arrive à s'en sortir parce que c'est une grande ville. Les communes de moyenne taille, de plus petite taille comme Saint-Jean-le-Blanc, compliqué de redonner une vie médicale pour nos administrés dans ces conditions. Au niveau de l'ARS, effectivement, on n'est pas si mal situé, hein, ça pourrait être pire. Mais en attendant,
au niveau de la pharmacie, il n'y a pas une journée où j'ai des nouveaux clients ou des clients dont les médecins partent à la retraite qui me disent à qui je m'adresse aujourd'hui. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse derrière ça. Alors, il y a quelques maisons médicales qui se créent. Et là, pour revenir au niveau en tant qu'élu, donc évidemment, comme de nombreux élus et programmes électoraux, on veut améliorer l'offre médicale dans nos communes. Et c'est là où il faut, je pense, faire appel à des professionnels. 9000 habitants, bon, on a des services qui fonctionnent bien, mais on n'a pas l'infrastructure ni les moyens humains pour gérer un dossier. On a eu de nombreux cas dans la région orléanaise où on construit un bâtiment, puis après on essaye de mettre des médecins dedans. Ça, c'est voué à l'échec. Et c'est des centaines de milliers d'euros qui partent dans un bâtiment souvent inoccupé. Donc effectivement, l'approche de Stan, de la société Stan, et bon, on a déjà eu l'étude préalable d'implantation a été faite, elle sera présentée la semaine prochaine en commission santé. C'est une approche où on va aller vers l'envie des professionnels de santé de venir sur la commune. Je ne me sens pas spécialement vieux, mais on n'a pas forcément une vision en tant qu'élu de ce que les jeunes professionnels de santé veulent. Et c'est là où je pense que c'est intéressant de travailler en partenariat avec Stan, mais ce type de société qui va nous amener une approche différente pour contacter et faire venir des médecins. Alors je dis médecins parce que globalement on est tous intéressés par de la médecine générale, c'est ce que nos administrés demandent, et faire venir des médecins généralistes, des jeunes médecins généralistes sur notre commune, les attirer pour venir exercer chez nous. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et puis je passe en parallèle aussi tout le côté administratif, ARS, où là, quand vous implantez une maison de santé sur votre commune, il y a une démarche administrative qui est extrêmement complexe, où vous avez des services dans votre mairie qui vous permettent de le faire, ou sinon c'est bien de le confier à des professionnels. Voilà un petit peu la situation sur laquelle on travaille actuellement. Je te remercie Thierry, et puis je compléterai juste après, mais pour donner la parole tout de suite du coup, à un médecin, parce que ce que tu dis c'est très important, c'est aujourd'hui écoutons les jeunes médecins et écoutons ce qu'ils ont à dire et de ce dont ils ont besoin. Je vous propose du coup de vous passer la vidéo de Martial qui est normalement sous-titrée et qui devrait pouvoir démarrer. Hop. Donc je m'appelle Martial Jardel, j'ai 30 ans, je suis un jeune médecin généraliste fraîchement diplômé et je viens de faire un tour de France des remplacements pour aller voir concrètement ce qu'étaient les déserts médicaux en France. Donc j'ai pris un camping-car et je suis allé remplacer dans 10 départements pendant 15 jours, à chaque fois dans des territoires qui étaient en situation de sous-densité médicale et qui avaient tous une approche, une réponse différente de par l'histoire, de par l'histoire du territoire, des professionnels, à chaque fois des situations différentes dans la gestion de cette sous-densité médicale. Donc par exemple, je suis allé en Côte d'Armor. Côte d'Armor, qui est un endroit magnifique, vraiment qui est très attractif sur le plan touristique, où il y avait une très jolie maison de santé construite par la communauté de communes. Et puis dans cette maison de santé, il y avait 3 bureaux de médecins et il y avait juste une médecin, qui est celle que j'ai remplacée, et qui était une médecin originaire de la Moselle, je crois, et qui avait eu un coup de cœur pour les Côtes d'Armor et qui du coup était venu s'installer là, donc un peu coup de chance. Mais pour moi, c'était l'illustration du débrayage que peut y avoir parfois entre les pouvoirs publics locaux, la communauté de communes locales, les maires, les élus qui ont peu de leviers sur lesquels appuyer, et puis les professionnels de santé du coin qui ne sont pas forcément toujours connectés ensemble. Et là, en l'occurrence, la communauté de communes avait construit un projet dans lequel les professionnels de santé n'étaient pas inclus, n'étaient pas intégrés, et cette maison de santé est un peu devenue une coquille vide. Comment on fait pour associer les professionnels de santé et les décideurs locaux? Mais quand il n'y a pas de professionnels de santé, comment on fait pour en trouver? Qui fait l'œuf, qui fait la poule? S'il n'y a pas de structure de soins de qualité, il n'y aura pas de professionnels qui voudront s'y installer. S'il n'y a pas de professionnels installés, il n'y aura pas de structure de soins de qualité parce qu'elle ne sera pas pensée par les professionnels, et que
c'est avant tout des histoires humaines plus que des histoires de bâtiments. L'exercice coordonné, c'est l'exercice du 21e siècle. Enfin, en tout cas, c'est celui qu'on nous apprend à la faculté. Et on ne nous l'apprend pas parce que c'est la mode, on nous l'apprend parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, le patient était mieux pris en charge si on s'accordait sur la manière de le prendre en charge. Le pire qui puisse arriver à un patient, c'est d'aller voir 5 professionnels qui ne sont pas au courant de son histoire et qui vont l'aborder de manière différente sans être en communication et qui vont partir dans 5 directions différentes. C'est important d'avoir de la collégialité. À l'évidence, il y a effectivement beaucoup de médecins à qui ça fait peur, parce que c'est de l'entrepreneuriat en fait, et que nous, c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de soigner. Donc il y a des médecins qui sont passionnés par ce côté entrepreneur, de se dire tiens, je vais monter, élaborer un projet, aller chercher des gens, fédérer, m'intéresser sur le plan juridique, comment on construit, et puis ça va être super, parce que s'il y a un médecin qui est la locomotive, ou n'importe quel autre professionnel, un infirmier, peu importe, un professionnel de la structure qui va être la locomotive du projet, et qui va s'y passionner, qui va s'y intéresser, parce qu'il a cette fibre entrepreneuriale-là, c'est merveilleux. Mais c'est pas toujours le cas. Et le problème, c'est que si c'est conditionné, si la réussite d'un projet est conditionnée au fait que parmi les professionnels du projet, il y ait des locomotives qui se sentent entrepreneurs, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup de projets qui verront pas le jour. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a des professionnels de santé qui se contentent d'être des professionnels de santé et qui ne sont pas forcément inintéressés par l'aspect légal, ou en tout cas l'aspect entrepreneurial, mais c'est pas leur tasse de thé, c'est pas leur taf, ils savent pas faire, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de se faire avoir, ils ont peur de perdre du temps, de pas faire ce qu'il faut, de pas trouver le bon local, de pas penser à ce qu'il faut, de prendre une responsabilité qui leur retombera dessus après. Il y a aussi souvent des dissonances entre des professionnels de santé qui ont des idées, qui peuvent être aussi les locomotives du projet, et puis qui vont être après rattrapés par l'architecte ou par la communauté de communes qui réduit les budgets, ou l'architecte qui va dire mais non, ça on peut pas, et qui vont du coup éclater des idées. C'est toujours des petites choses, mais qui accumulées font que l'outil qui au départ aurait été un outil formidable et attractif, devient un outil un peu banal, voire un peu médiocre, et qui perd de son attractivité. Et c'est hyper dommage, parce que y a cette espèce d'ambivalence. Voilà, c'est pas notre métier, et donc on peut se rater facilement. Eh ben, je remercie Martial, qui n'est pas avec nous, mais qui nous fait un très bel exposé et qui donne pas mal d'arguments sur lesquels je pense vous souhaitez rebondir, Tiffaine, Mathieu et Thierry. Je vous en prie. Ben justement, je crois que la première solution, c'est de les écouter. Tout simplement, Martial, là, il est en train de nous expliquer son ressenti. Mais en fait, la première solution qu'on a envie de donner aux communes et aux Comcom, c'est d'aller déjà les rencontrer. Aller rencontrer les jeunes médecins généralistes et les autres professionnels de santé pour comprendre leurs réels besoins, leurs réelles attentes, leurs réelles aspirations. Et à partir de ce moment-là, en fait, on trouve souvent des solutions. Effectivement, en fait, il faut juste lever leur peur de l'isolation, leur peur de ne pas trouver un réseau sur place, leur peur de ne pas avoir un plateau technique, leur peur de ne pas avoir de la coordination, leur peur de faire face à cette charge mentale d'une population à soigner qui est certainement en plus atteinte que la population générale, car un accès aux soins difficiles forcément détériore les pathologies chroniques. Et en fait, il existe des solutions, et une de mes solutions en tout cas, la première solution, c'est d'aller les écouter, et ensuite, c'est de pouvoir leur donner les bons outils au bon moment pour qu'ils y aillent sereinement et dans de bonnes conditions. Et du coup, Mathieu, je pense que tu peux rebondir là-dessus, et sur l'intérêt du coup d'un bâtiment quand il y a des structures de construction, ce que dit Martial aujourd'hui avec son expérience de la médecin qui s'est retrouvée dans une structure. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce qu'il faut retenir de ce qu'a dit Martial, je pense que c'est très important, c'est les médecins généralistes ne sont pas entrepreneurs dans l'âme, pas tous. Donc il y a besoin de les accompagner sur la conception d'un bâtiment, la conception d'une maison de santé, un centre de santé, un pôle de santé, ce que vous voulez. Mais il faut accompagner cette conception-là. Donc nous, on a fait un travail
de standardisation des espaces. Une maison de santé, qu'elle soit à Saint-Herblain ou à Lille, ça va être la même. On va retrouver les mêmes unités dedans. Donc on a fait un travail avec des médecins généralistes, des professions paramédicales, pour travailler sur la standardisation des espaces. Ce qui fait qu'on arrive devant des médecins, en plus qui ont un conseil de Stan, et qui demandent qu'est-ce que je peux avoir comme espace, comme cabinet de consultation. L'espace, nous, on l'a déjà prédéfini. Alors après, on le dit souvent, mais un projet, par exemple, de maison de santé, c'est pas la maison de santé le projet. Il y a un projet de santé et la maison de santé, c'est l'outil. Donc, l'outil doit être adapté. C'est là où la standardisation a ses limites et où le médecin va devoir venir apporter des options à la conception. Donc, on leur facilite vraiment l'accès à la conception d'une maison de santé, architecturellement parlant, on peut presque le dire comme ça. Et derrière, on répond aussi à un autre enjeu qui est un enjeu de délai. Une maison de santé, ça ne peut pas mettre 24 mois à être ouverte. Parce que des médecins, à partir du moment où ils sont engagés dans un projet, ils ne vont pas patienter 24 mois pour entrer dans la maison de santé. Et puis, c'est de la même manière aussi aux côtés des communautés de communes et des communes. Quand ils se sont engagés dans un projet, ils ont envie que le projet démarre le plus rapidement possible. Pour rebondir là-dessus, moi, une expérience que je vois régulièrement, j'ai beaucoup de collectivités qui nous appellent et qui nous disent écoutez, on a un super projet, on s'est fait financer à hauteur de 80% de notre bâtiment par la région, on a sorti un bâtiment qui fait 900 mètres carrés et aujourd'hui on n'a aucun médecin à l'intérieur. Et ça, c'est le premier problème et du coup, c'est un des points d'alerte sur lequel je peux vous alerter du coup. C'est de dire aujourd'hui, ne considérez pas les projets de structure de soins, de maisons de santé et de réorganisation à travers un bâtiment. Le bâtiment n'est qu'un outil qui arrive à un certain moment de votre projet, mais qui n'est pas le projet. Donc quand on vous vend, vous disant on va vous faire un super bâtiment, vous allez voir, ça va attirer les gens, ça va vous permettre de faire venir des médecins et compagnie, c'est pas vrai. Ça le fera que quand se sera pensé, initialement avec des études préalables, ensuite avec une concertation des professionnels, et après en mettant tout en œuvre en termes d'attractivité, aussi bien sur l'attractivité de fonctionnement que sur l'attractivité après du bâtiment lui-même, son loyer, son prix d'acquisition, son matériel, son fonctionnement interne. Et ça, c'est très important et je pense, Mathieu, que tu as très bien résumé les choses. Et Thierry, je veux peut-être vraiment rebondir là-dessus. Je confirme tout ça. Effectivement, la base, et ça, c'est lié à des expériences proches que j'ai pu voir, effectivement, qui ont été vouées à l'échec tout de suite. Ce que disait le médecin, effectivement, on a des boîtes vides aujourd'hui. L'approche, et là, nous, on prévoit une réunion avec des professionnels de santé qu'on va inviter pour leur... alors, pas forcément pour leur proposer le projet, mais pour leur demander ceux qui veulent faire partie du projet. Ça, je pense que c'est la base. Et puis aussi, effectivement, comme disait au niveau de la construction, si on leur propose un projet, c'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 4 ans, c'est tout de suite. Et voilà ce qu'on vous propose, et voilà le projet que l'on vous propose, et qu'on vous propose surtout d'en faire partie, quoi. Je crois que c'est vraiment la démarche pour débuter les choses comme il faut et dans le bon sens, quoi. Donc, si je résume, pour l'instant, on a 3 grandes informations à retenir. La première, c'est les études. C'est très important d'avoir des études préalables sur votre territoire qui vont prendre en compte les besoins, la réalité du terrain, les solutions que vous avez eues ou les solutions qu'il faut mettre en place. La deuxième chose, c'est d'être à l'écoute, ce que dit Tiffaine, des professionnels et d'engager les professionnels de santé dans la discussion dès le départ, même si ce n'est pas eux qui vont solutionner le problème. Appuyez-vous sur les professionnels de votre territoire parce que c'est eux qui vont vous donner les clés pour aller derrière recruter de jeunes professionnels. Et écoutez également la nouvelle génération qui est complètement différente de l'ancienne génération. Il n'y a pas de meilleure génération, il y a juste des générations qui sont différentes, avec des modes d'exercice et des modes de vie qui sont différents, qui font partie de notre évolution, de notre société. Et donc c'est important de leur donner la parole et de les comprendre. Une fois que vous les avez compris, là on peut passer à la construction de bâtiments ou pas, en fonction des besoins et des problèmes. Et donc la troisième chose, c'est la maîtrise, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la maîtrise aussi des délais. Aujourd'hui, quand on est une collectivité, on a un problème majeur, c'est les délais. Les délais dans la construction, on peut les améliorer et c'est ce que Bouygues Construction fait très bien, mais les délais administratifs et la mécanique et l'agilité qu'on va avoir en tant que collectivité, c'est très important. Quand vous dites à un professionnel de santé, tu vas pouvoir venir sur notre projet, mais il va falloir encore 12 mois pour qu'on se décide en interne avec la collectivité, avec les élus, pour faire passer les choses, et encore, et encore, et encore. Et quand vous sortez votre projet dans 3 ans, il n'est pas étonnant avec la compétitivité qu'on a aujourd'hui que certains professionnels ne restent pas sur le projet. Donc quand vous êtes une collectivité et que vous voulez faire face à un désert médical, il faut en interne également mettre en place des méthodes et des méthodologies de travail qui vont accélérer les process de décision et les accompagnements. C'est très important. Et Tiffaine, tu voulais rajouter d'autres choses, ou Thierry, ou sur...
Peut-être la première brique au démarrage, hein, on pense à la sensibilisation et à l'éducation envers les déserts médicaux. J'ai l'impression qu'en fait, le mot désert médical, il est même plus assumé. C'est un mot tabou dont on ne veut pas parler. Il faut le mettre sous le tapis, il faut le cacher. Ben moi, je ne crois pas. Je crois qu'il faut en parler tous ensemble. Il faut en parler avec les acteurs locaux, il faut en parler avec les professionnels de santé sur place qui ont certainement des bonnes solutions à apporter sur le territoire. Il faut en parler avec la jeune génération qui est prête à y aller, à se retrousser aussi les manches pour y aller. C'est juste qu'elle n'a pas encore les outils. Et c'est normal, ils sont pas tous entrepreneurs en fait. Donc du coup, si on leur donne les bons outils au bon moment et le bon accompagnement, ils sont prêts à y aller. Et ensuite, je pense que je vais peut-être laisser... Mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai pouvoir d'éducation et de mobilisation et de sensibilisation autour des déserts médicaux, qu'on ne cache plus ce mot-là et qu'on en fasse une réalité collective. Et puis après, sur les mesures incitatives, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur les mesures incitatives. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Il est clair qu'après, mais ça fait partie de ce que j'appelle du dossier administratif de la création d'un pôle santé, si on peut appliquer, pour avoir le statut de maison médicale pluridisciplinaire, où là, effectivement, après, les professionnels ont des aides de la CPAM, notamment, pour le fonctionnement de cette maison. Donc ça, effectivement, c'est des aides qui sont très intéressantes. Les médecins sont intéressés, bien évidemment, d'avoir ces aides pour le fonctionnement de leur cabinet médical, mais par contre, ils ne souhaitent pas avoir la charge administrative. C'est pour ça qu'il y a la mise en place aussi d'un coordinateur au niveau de la maison médicale. Il y a toutes ces démarches administratives. Le professionnel de santé ne veut pas en entendre parler. Donc il faut être capable, avec des prestataires de bonne qualité, de leur apporter ça. Et si on leur apporte ça avec le paquet, j'allais dire, et qui participent à la création de ça, ça marche quand même beaucoup mieux. Et Thierry, qu'est-ce que tu penses des mesures, cette fois-ci incitatives, qui disent qu'il faut obliger les médecins à s'installer dans les déserts? Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait effectivement imposer aux médecins, en sortant de la fac, comme pour les pharmacies, de s'installer là où il y a besoin. Bon, je pense qu'on n'est pas dans cette mentalité-là en France et que je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. Après, c'est un domaine politique et ça, c'est autre chose. Super. Je pense qu'on peut commencer à vous donner la parole. Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment de les poser. Merci. Alors, je suis maire de la préfecture de la Creuse. Donc, désert médical assumé, avec des travaux faits entre les communes, les intercommunalités et le conseil départemental pour faire tout un plan santé qui va de bourse d'études à l'aide au logement, à l'aide au travail du conjoint, à tout ce qu'on a pu imaginer pour attirer des médecins. Et on a fait des démarches auprès de la faculté de médecine de Limoges. À chaque sortie de promotion, on va expliquer ce qu'est notre département, l'intérêt d'y vivre et ce dont on a besoin. On a 0 médecin. Alors c'est bien beau de nous dire une maison médicale, il faut la monter à telle et telle question, avec telle et telle étape. On va écouter la jeune génération. On n'a aucun médecin qui veut venir dans nos déserts médicaux, et on a beau parlementer avec les jeunes, ils préfèrent aller s'installer ailleurs. Donc, il faut arrêter de rêver. Et moi, je dis très clairement ce soir que la seule possibilité, c'est d'imposer à des jeunes médecins d'aller quelques années dans un désert médical, quitte à leur donner des bourses d'études, mais arrêtez quand vous ne vivez pas dans ces territoires, de faire des plans sur la planète. Alors, la maison médicale, il faut la faire avec eux, mais il ne faut pas la faire sans eux. Il faut la préparer avant, mais il faut qu'elle soit prête quand ils arrivent. C'est complètement incohérent. On a eu une maison médicale en Creuse qui a été portée par un professionnel, un acharné, qui nous a monté une super maison médicale, un médecin top. Il est parti à la retraite, tout le monde est parti. Et la maison médicale est fermée. Alors, je crois qu'il faut arrêter de rêver. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de médecin. C'est pas est-ce qu'on fait de la télémédecine, est-ce qu'on fait une maison médicale. Il n'y en a pas. Donc, à partir de 0, qu'est-ce que vous pouvez construire? Tu veux peut-être répondre, Tiffany? Vas-y, je t'en prie. Moi, la première question que je vous poserai aujourd'hui, c'est quand vos médecins ils ne souhaitent pas venir dans vos territoires, pourquoi ils ne viennent pas? Mais parce que c'est un territoire rural. On n'est pas sur la Côte d'Azur, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne. C'est la France profonde, avec une population hyper intéressante sur le plan médical, parce que c'est des gens qui tiennent à leur médecin de famille. C'est un territoire qui est très bien desservi sur le plan hospitalier. On a des liens extrêmement importants avec l'hôpital le CHU de Limoges et le CHU de Clermont.
On a mis en place tout un système de spécialisation des médecins qui leur permet de progresser auprès de spécialistes de haut niveau. On a tout mis en place, mais c'est un territoire rural et qui n'intéresse absolument pas les médecins qui veulent faire 8 heures par jour, ne pas travailler le week-end et être auprès des lieux touristiques. Il ne faut pas se voiler la face, je pense. Je rebondis justement, vous avez dit quelque chose qui est super intéressant et on ne l'a pas encore ciblé. La pratique médicale dans les déserts médicaux, elle est différente et elle est valorisable. La première chose quand je rencontre des jeunes médecins généralistes qui sont prêts à partir dans les déserts médicaux, c'est quand on parle de la pratique médicale qui s'y fait. Elle est différente de celle de la ville qui n'est pas considérée en désert médical parce qu'effectivement c'est rural et c'est urbain. Mais dès qu'on parle, c'est un argument très fort, hein, de pratiques médicales différentes dans les déserts médicaux, mais en fait aujourd'hui on n'en parle pas à la faculté que c'est différent. À chaque promotion, on va à la faculté avec le syndicat, avec le président de l'ordre des médecins, avec des médecins qui viennent du territoire, qui parlent de leur pratique, qui vont bientôt partir. On leur explique ce qu'est la pratique sur le territoire et quels sont les liens avec les CHU. Mais est-ce que ça, c'est fait dans toutes les facultés comme des modules, des UE? On ne va pas faire toute la Non, toute la bien France. sûr. On fait déjà 2 CHU et deux instituts de Mais formation. je suis complètement d'accord avec vous. importants. En fait, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de cours sur l'accès aux soins et en France. L'état des lieux, quand je donne des chiffres aux jeunes médecins généralistes qui viennent me voir, c'est qu'ils ne les connaissent pas, ces chiffres. Donc, ils ne sont même pas sensibilisés au fait que la France est un État qui a de nombreux déserts médicaux. Vous faites l'effort et tant mieux, mais dans les facultés... Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on a des remplaçants, on a des jeunes médecins qui viennent faire des remplacements sur nos territoires. Ils ne restent pas. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas sensibilisés à la pratique de la médecine sur le territoire et au fait que le territoire a besoin de médecins. Ils viennent faire leur remplacement et ils s'en vont. Alors, pour rebondir là-dessus, je peux vous donner un contre-exemple qui n'est pas une vérité générale, mais aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple de Martial, sa décision, ça a été de s'installer dans un désert médical, dans une collectivité où il n'y a pas plus de 1000 habitants de mémoire. Et des médecins comme lui, il y en a un certain nombre. Il y en a beaucoup, en fait, en France. Aujourd'hui, Martial est en train de créer une association, justement, qui va regrouper l'ensemble de ces jeunes médecins généralistes qui ont envie d'exercer dans des déserts médicaux. Le problème, c'est que ces médecins-là, on ne les atteint pas et on ne leur parle pas parce qu'on ne les considère pas et on ne les voit pas venir. Aujourd'hui, il faut raviver la flamme de ces médecins-là qui ont envie d'aller dans des déserts médicaux. Après, il faut être très transparent et c'est honnête. Quand on est un désert médical et en plus de ça, potentiellement un désert en termes d'attractivité de vie, même si on a une très belle population et même si on a une très belle vie, c'est toujours plus compliqué. Et je vous rejoins là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Ça veut dire que mettre en place beaucoup d'incitations, beaucoup de choses, c'est très bien. Mais il faut peut-être reprendre le problème à l'envers et aller chercher cette fois-ci à la source les bons médecins qui ont envie de venir sur votre territoire. Et je pense qu'une discussion avec Martial serait très intéressante pour votre territoire parce qu'il est capable, lui, de vous trouver des médecins qui vont venir s'installer. Mais je comprends à quel point c'est complexe. Et puis, il faut être aussi très transparent. Il existe des lieux où on ne peut pas amener de nouvelles personnes. Et donc, soit on insiste avec des mesures incitatives, ce qui peut être une demande, et on la comprend, mais aujourd'hui, on va avoir une difficulté à y répondre parce que de l'autre côté, il y a des humains. Et quand on oblige des humains à aller s'installer pendant 2 ans à un endroit, c'est possible ou pas. Il existe un contrat qui s'appelle un contrat CESP. Donc moi, je pense que c'est plutôt sur ce type de choses-là qu'il faut aller. Ça se fait dans des services d'État et les gens n'en meurent pas. Et Oui. je vous fous mon billet que si un médecin vient 2 ans en Creuse, il n'en repartira pas. Parce que C'est quand possible. on parle de désert d'attractivité, ce n'est pas le cas. C'est un département magnifique où des tas de choses peuvent se faire. Il faut juste avoir le courage d'y venir. Y aller. Et donc là, c'est là où Tiffaine, elle peut vous aider potentiellement avec Made in France. Ou Made in France, Tiffaine travaille à une communauté de médecins qui envoie en remplacement sur des durées très prolongées, entre 6 mois et 1 an. Et ils viennent sur les territoires pour découvrir, et je pense que tu peux en parler. Oui, alors très rapidement, nous, la logique, c'est qu'on adresse plusieurs besoins en même temps. On dit on va renforcer des professionnels de santé qui sont déjà sur place. Parce que le premier frein d'un jeune médecin généraliste, c'est qu'il n'y en ait pas sur place. Et ça, c'est pas possible. Donc c'est aller voir des médecins généralistes. Là, je parle que de médecins généralistes, mais il faut le déployer sur toutes les spécialités et les paramédicaux. Il faut aller voir les médecins généralistes qui sont déjà sur place et qui ont besoin de renforts. Il faut les voir collectivement, c'est-à-dire qu'il faut en cibler 3, 4, 5, qui sont certainement situés dans des communes différentes. Et ensuite, sourcer des jeunes médecins généralistes qui vont arriver renforcés. Donc c'est-à-dire qu'ils vont remplacer à côté d'eux. Et donc, nous, notre logique, c'est de dire, OK, on envoie le double de jeunes médecins généralistes. Et donc, on envoie des promotions de jeunes médecins généralistes pendant 1 an sur le territoire pour travailler avec les médecins généralistes qui sont déjà sur place.
Et pendant un an, on se dit, OK, on va essayer, coûte, que ce soit l'expertise des communes, qui a une expertise d'attractivité du territoire. Donc c'est un an pour convaincre ces 6 jeunes médecins généralistes, si par exemple on a ciblé 3 de besoins sur le territoire, de dire, regardez notre territoire, il est attractif, il est attrayant. Et puis si vous avez des conjoints, peut-être qu'on peut aussi vous aider à ce niveau-là. Donc c'est une année pour les convaincre. Et nous, chez Medix France, c'est une année pour produire des projets. C'est-à-dire qu'on veut redonner les outils au terrain. C'est-à-dire que les médecins qui sont déjà sur place ont certainement les solutions. Ou en tout cas, ils ont ciblé les besoins. Les jeunes médecins qui vont venir, ils ont entre guillemets le pouvoir de l'ignorance, qui est un sacré pouvoir. De dire, OK, on va aller avec les médecins sur place, construire des solutions collectivement. Et ensuite, il y a des structures qui permettent d'outiller, parce qu'effectivement, ces médecins-là ne sont pas des entrepreneurs, ils ont besoin de méthodologie, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin d'accompagnement. Et chaque personne reste à son rôle. Mais l'idée, c'est toujours l'optimisation du temps médical sur place. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire venir du médecin sur place, et ensuite, il faut réussir à optimiser ce temps-là. Après un an, effectivement, s'il y a 2 médecins sur les 6, c'est la promesse qu'on donne, qui restent, il faut se taper dans la main et dire, OK, maintenant, vous voulez rester, c'est avec ces personnes-là, qu'est-ce qui vous manque encore pour qu'on aille le trouver? En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaye d'adresser la question. Une autre question? Et je termine juste très rapidement. Votre témoignage, il est super intéressant. Parce qu'il reflète exactement ce qu'on disait, c'est qu'il y a absolument besoin d'un diagnostic de territoire. Et en plus de ce diagnostic de territoire, il n'y a pas de solution miracle. Vous avez tout à fait raison. Alors moi, je voulais juste vous dire, il y a quelque chose qui va évoluer, c'est la télémédecine. Moi, je suis en contact avec beaucoup, notamment de startups qui explosent et qui adressent ce besoin des déserts médicaux avec la télémédecine. Je pense à, par exemple, Mediba, qui est une nouvelle startup qui, dans un sac à dos, arrive à capter pour les zones blanches qui ne captent pas de réseau. Ils captent les résidus de réseau, ils fiabilisent le réseau, et ils font de la télémédecine avec ce réseau-là, et donc ils fiabilisent complètement l'accès aux soins dans ces territoires-là. Alors, c'est pas encore développé, on n'en entend pas encore assez parler, mais c'est un espoir vraiment pour les territoires comme le vôtre, j'en suis certain. Voilà, je suis adjoint. Je suis aussi médecin généraliste dans une commune, un bassin de vie. J'ai été médecin généraliste à Loriol, puis il y a une structure qui s'est montée, initiée par un pharmacien, qui accueille 3 généralistes, et puis il a pu attirer un kiné, 2 dentistes. C'est formidable comme structure. En plus, moi je suis maître de stage, donc je reçois des étudiants. Ça fait une dizaine d'années que j'en reçois, mais il n'y en a aucun qui a voulu prendre la place. Alors c'est assez vexant pour moi, j'ai l'impression que je ne suis pas assez bon pédagogue, d'une part, mais d'autre part, les 3/4 ne s'installent pas ailleurs. Hein. Alors qu'il y a une structure qui est sympathique à mon avis. Sur les 3 médecins, moi j'ai 69 ans, donc j'attends de trouver quelqu'un pour partir. Un confrère a 62 ans, si je pars, il s'en va. Et de toute façon, il partira à 67. Et c'est assez désespérant. Hein. Alors, moi j'aimerais bien avoir votre aide, parce qu'on a un bassin de vie qui est en train de se vider. Hein. On a un cabinet de groupe dans le village à côté, à Livron, où il y avait 4 médecins. Sur les 4, il y en a 2 qui partent et qui ne sont pas remplacés. Je me permets, parce que du coup, on répond à la première question que je posais au démarrage. Hein, c'était comment anticiper qu'un désert médical ne se forme. En fait, il faut prendre... malheureusement, en fait, quand un médecin généraliste a déjà 67 ans et s'arrête, c'est souvent... nous, on pense que c'est souvent trop tard, en fait. Parce que le temps de transmettre les informations, le temps de former sur place, ça prend du temps. Donc, du coup, l'idée, c'est de prévenir en amont. On n'attend pas d'attendre que tous nos médecins généralistes et autres professionnels de santé arrivent à la retraite. On essaye de faire ça en amont, donc au moins 10 ans avant, 15 ans avant, pour amener des promotions. Et c'est certainement réfléchir à comment on peut le faire en groupe, c'est-à-dire... je ne sais pas combien de remplaçants, ou en tout cas, vous êtes maître de stage. Donc Je suis maître de stage, ça veut dire que j'en reçois 2 par an. 2 par an. Depuis 10 ans. Hein. Il y avait une étude de l'Ordre des médecins qui montrait, et puis c'est vrai, que les étudiants s'installent autour de leur CHU. Ils ne veulent pas bien partir autour. Ils
ça les rassure, quoi. Ils ont leur professeur, ils retrouvent leur correspondant. Et ça, c'est un peu désespérant parce que nous, on est à mi-chemin entre Valence et Montélimar. On a des réseaux de spécialistes. On peut faire une médecine de qualité. Je ne comprends pas. Eh ben, pour répondre à cette question, il y a une problématique aujourd'hui qui est importante, c'est qu'on réfléchit à la redensification médicale et aux déserts médicaux à l'échelle de communes aujourd'hui, alors qu'on devrait réfléchir plutôt à l'échelle de communautés de communes, voire de départements. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, des structures de soins, effectivement, soit on en met un peu partout, chacun comme on veut, soit on décide de les mettre ensemble, collectivement, des structures qui vont être réfléchies pour être en capacité d'accueillir et d'adresser différents territoires, et on les connecte entre elles. La problématique de la médecine de ville aujourd'hui, c'est que c'est une médecine qui est libérale, et à la différence de la médecine hospitalière ou de la médecine salariale, il n'y a pas de connexion entre les structures. Et ça, c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est que quand vous avez par exemple un médecin qui vit à Lyon et qui veut pour X raisons déménager dans une autre structure, il n'est pas en capacité d'être accompagné pour aller dans une structure nouvelle, il doit trouver un nouveau lieu. Donc on a besoin aujourd'hui, c'est ce que nous on fait en tant que société à mission, de connecter les structures entre elles et de les rendre beaucoup plus connectés et beaucoup plus réactifs dans l'accompagnement au jour le jour des structures. Parce que le problème majeur, il est là, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des structures qui fonctionnent bien, on aimerait accueillir des gens, mais personne ne vient dessus. Mais votre structure, peut-être que si elle était connectée à d'autres structures sur d'autres territoires, on aurait des personnes qui voudraient venir. C'est l'exemple qu'on a eu dans une petite ville, nous, dans le nord de Lyon, collectivité de 2000 habitants. On a créé une structure de soins, on a connecté cette structure de soins dans l'information avec toute la faculté de médecine et tout le réseau parisien. On a 2 personnes qui nous ont contactés, 2 jeunes médecins généralistes. 2 nous ont dit, ben voilà, mon mari va être muté dans le coin, ben moi ça m'intéresserait de venir m'installer dans votre structure. Mais ça fait 6 mois que je cherche des structures aux alentours qui peuvent m'accueillir et j'en ai pas trouvé. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est redensifier correctement. Non, votre sujet, il est aussi très intéressant parce qu'on voit, on reparle du coup de l'échelle d'un désert médical. C'est pas une commune, moi je parle même pas d'un département, je parle d'un bassin de vie, c'est ce que vous avez dit. Oui. Le bassin de vie, il est essentiel, il faut le redynamiser. Mais là, je rejoins complètement Mehdi sur le sujet, c'est-à-dire qu'il faut coordonner un petit peu cette action sur le territoire, même si c'est pas une solution miracle. Et je comprends tout à fait votre problématique. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ce que proposent Mehdi et Tiphaine, c'est des solutions assez innovantes quand même. Moi, je trouve l'approche de Tiphaine de faire venir des jeunes médecins sur des territoires, c'est assez innovant. C'est un début, peut-être que ça évoluera. Et je vous redirai la même chose, la télémédecine, moi je suis convaincu que ça va être quelque chose qui vous accompagnera. C'est de l'espoir. Et puis, Ça me fait un peu mal au cœur, la télémédecine, quand même. Mais la télémédecine, oui, mais pas en remplacement, en soutien. En soutien, oui. Aujourd'hui, mettre juste une cabine de télémédecine dans un désert médical, c'est pas bon. Par contre, mettre une cabine de télémédecine en complément d'un médecin qui aujourd'hui a des difficultés à gérer la croissance de sa patientèle, les urgences, ça c'est intéressant. De mettre en place des infirmières de pratique avancée qui vont aider et accompagner le fonctionnement de la structure et de la télémédecine, c'est important. Donc c'est pour ça aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas sauter sur les décisions, il ne faut pas sauter sur les solutions avant de s'être posé les bonnes questions du besoin. Comme l'a dit Tiphaine, il ne faut pas s'y mettre 15 ans avant, il ne faut pas s'y mettre un mois avant, mais bien longtemps. Moi, j'ai eu beaucoup de vos confrères et de personnes qui sont passées tout à l'heure dans nos couloirs et avec qui on a expliqué qu'il y avait des déserts médicaux. Ils me disent « Ah non, mais moi, ça va très bien, on se fait très bien soigner, tout va bien dans ma population. » Oui, mais pour l'instant, qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Et si on s'en occupe qu'au moment où ça devient délétère, bah, c'est un problème. Je voulais rebondir sur le fait qu'en fait, chaque désert médical est complètement différent. Et donc, effectivement, en fait, il existe des solutions, mais elles ne sont pas duplicables. En fait. Il faut comprendre le territoire, et le territoire, on le comprend en faisant un diagnostic terrain, on le comprend en interviewant les communes, et on le comprend en allant interviewer aussi les professionnels de santé sur place. Et c'est à partir de ces besoins-là, qui sont des besoins mais très sensibles, sur la pratique médicale par exemple, un territoire va peut-être avoir une population diabétique, la téléexpertise à ce moment-là, avec un diabétologue référé à un centre hospitalier régional ou un CHU, devient intéressant. Mais sondons d'abord le terrain avec la problématique en fonction de la pathologie, pour ensuite y mettre les bons outils derrière. Moi, c'est plutôt diagnostic territoire pour ensuite trouver les bonnes technologies. C'est ça. Je propose de conclure. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose. Je pense que
En tant qu'élu, on est tous plein de bonne volonté, avec plein d'idées. Alors on peut être professionnel dans la santé ou pas. On fait des réunions pour savoir que chacun dit ce qu'il pense, comment on doit faire. Je me suis assez rendu compte, on a été élu il y a 1 an et demi, maintenant on a commencé la mandature il y a 1 an et demi. Assez rapidement, on se rend compte qu'on bute un peu sur nos idées préconçues, sur nos idées qu'on a. Voilà, moi j'exerce comme vous depuis 30 ans sur la commune. J'ai ma vision un peu restreinte de l'exercice et des professionnels de santé. Je pense qu'il est bien de se tourner vers d'autres idées, des gens qui ne sont pas forcément professionnels, mais qui ont une expertise, qui vont nous dire ça serait bien de s'orienter comme ci ou comme ça. Alors soit on fait partie d'une commune où on a une grande commune et puis on a un pôle santé avec 15 personnes qui gèrent ça à temps plein, et puis là effectivement on n'a pas besoin d'aide. Sinon je pense que c'est bien personnellement, je parle là pour notre commune, je pense que c'est une orientation qui est bien. Alors j'espère que ça fonctionnera, mais je pense que c'est plus comme ça qu'il faut se diriger, quoi. Super. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble des intervenants. Merci. J'avais peut-être une question. Non, mais écoutez, rien de très nouveau par rapport aux interventions qui ont déjà eu lieu. Nous, on est aussi une commune de Seine-et-Marne, sud Seine-et-Marne, plutôt, je dirais, assez attractive dans l'absolu. Et pourtant, connaissant des problématiques tout à fait semblables à celles que décrivait Madame. Et franchement, alors j'ai bien écouté les différentes solutions que vous nous proposiez, mais elles sont quand même complexes à mettre en œuvre. Effectivement, il y avait un certain nombre de choses que vous proposiez entre d'un côté être très agile, réactif et en même temps faire des diagnostics, travailler en amont, etc., qui ne sont pas facilement combinables. Voilà, donc moi ça m'interroge parce que même sur des territoires qui sont plutôt, qui ont un sacré nombre d'atouts et qui sont à 45 minutes de Paris, on peut se poser la question de comment ça se fait qu'on a aujourd'hui 8 généralistes pour 13 000 habitants et avec une décroissance depuis 10 ans. Voilà, donc on envisage aussi de travailler sur des nouveaux complexes, parfois de se coordonner avec les communes voisines, mais en même temps chacun part de son côté pour essayer de répondre avec des outils un peu classiques à cette problématique. Alors je ne sais pas si au début de votre intervention vous aviez parlé du fait de salarier les jeunes médecins, puisque une des solutions qui nous a beaucoup été suggérée au départ, c'était de dire il y a une attente, je crois, dans des statistiques, des jeunes médecins qui seraient de pouvoir salarier, je ne sais pas, plus de la moitié des 50%. jeunes, voilà, 50%, qui seraient vraiment favorables à ça. Donc on était prêt à le faire, on est toujours prêt à le faire, mais quelle est la portée de ces choses-là dans les expériences que vous avez pu étudier ? Pour vous répondre très très rapidement là-dessus, et tout dépend du diagnostic de départ. Alors, je comprends ce que vous avez dit, c'est aujourd'hui on a l'impression que c'est très complexe, très difficile de mettre toutes ces solutions en place. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, généralement, on est capable d'intervenir sur un territoire et de finir un projet de restructuration entre 12 et 24 mois. C'est pour vous donner un ordre d'idée de comment on fonctionne et comment on est capable d'aller assez vite avec nos méthodes de travail. Derrière, c'est complexe. C'est pour ça qu'il faut faire accompagner, que ce soit par nous, par n'importe qui. Être accompagné, c'est important quand on est une collectivité, parce que vous avez un certain nombre de compétences, mais vous ne les avez pas toutes, parce que ce n'est pas votre métier de prédilection, et que nous, on peut vous accompagner là-dessus, nous ou d'autres personnes. Donc faites appel à des personnes là-dessus, et quand vous allez avoir votre diagnostic, nous, aujourd'hui, on est capable, à la sortie du diagnostic, de vous dire s'il faut vous orienter sur du salariat, sur du libéral, sur du mixte, sur de la structure de soins coordonnés, sur ce qu'il faut. Et oui, ça marche très bien le salariat, mais ça dépend où, ça dépend comment et ça dépend pourquoi. Et ça dépend également de qui porte le salariat. Parce que le salariat, c'est un modèle qui peut très bien fonctionner ou qui peut être très déficitaire. Tout dépend de la personne et de l'organisme qui est derrière en termes de gestion. Donc toutes ces questions-là, on peut y répondre. Vous pouvez venir nous rencontrer sur le stand. On est également disponible par mail, par téléphone. On travaille sur la France entière, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous remercie du temps que vous nous avez accordé, de l'écoute, et on espère vous revoir bientôt. Merci. Et merci à tous.